Bien, merci au Master G de m'inviter à nouveau. Voilà, c'est toujours délicat pour moi de choisir un sujet de knowledge management en particulier, tant la connaissance, c'est une composante organique, au sens premier du terme, mais aussi au second, et ça fait partie d'un tout, ça fait partie de l'organisation elle-même. Donc, je vais essayer de me consacrer cette année sur excusez-moi, une spécialisation du travail de knowledge manager, l'information stewardship. Je vais essayer de rester le plus bref possible, j'ai que 15 minutes, un public assez large. Je vais essayer d'aborder le contexte historique, théorique et surtout pratique. Ça va être un peu dense, mais je vais essayer de rester pratique pour donner des exemples. Et pour commencer, pour plutôt que me présenter, je vous propose de vous raconter l'un de mes premiers cas d'information stewardship. J'avais 15 ans, j'étais fraîchement élu délégué des élèves au conseil d'administration de mon lycée. Et à l'époque, le compte-rendu du conseil, c'était assez imbuvable. C'était imprimé sur papier, c'était distribué lors du conseil suivant, uniquement aux participants. Et à la sortie du premier conseil, donc, je me suis empressé de publier numériquement mon propre conseil, mon propre compte rendu relatant, entre autres, le budget alloué au nouveau baby-foot, et puis de coller des affiches avec l'adresse du site internet un peu partout dans le lycée pour informer les autres lycéens qui seraient intéressés. Et donc, si certains d'entre vous se demandent mais pourquoi coller des affiches pour diffuser de l'adresse d'un site internet, c'est parce qu'en 1999, on n'avait pas Google, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas de communauté en ligne. Et 22 ans plus tard, étrangement, j'accompagne toujours la gestion des réunions, des comptes rendus de réunions, du suivi des actions et des décisions opérationnelles et stratégiques, car étonnamment, ce processus reste sous-managé dans les entreprises. Chez mon client le plus fidèle, cette capitalisation des connaissances issues des réunions, c'est le processus le plus important et le plus central en termes de knowledge management. Si on considère le volume d'éléments et le nombre d'éléments stockés, indexés, liés directement ou indirectement par transitivité à cette activité collaborative et coopérative. L'information stewardship, c'est un peu tout ça en fait. C'est l'art d'identifier un besoin, de capturer cette donnée, de la valoriser, de la diffuser dans un objectif d'amélioration continue et de lien entre les différents processus de knowledge management. Ça va du simple compte-rendu de réunion pour l'attente de décision jusqu'à la donnée des clients qui sont le résultat de la mise en œuvre de ces décisions. La partie tangible du travail, c'est les outils, évidemment. On l'a dit tout à l'heure, il y en a plein, des outils. Mais la phase amont, ça reste vraiment ce qu'il y a de plus essentiel pour la réussite d'un projet. Tout d'abord, il faut commencer par l'analyse de l'interaction entre les individus au sein de leur collectif. En cela, on a Lev Vygotsky qui nous a apporté un cadre de modélisation de ces interactions il y a un siècle. Et cette théorie de l'activité, ça permet par exemple de modéliser des interactions dans une cabine de sous-marin, juste en s'appuyant sur quelques indicateurs, en actionnant des actionneurs, et en collaborant sans avoir forcément besoin de communiquer, juste grâce à des processus connus de tous. Il est ensuite nécessaire souvent de remettre ces interactions dans le contexte de leur organisation, et c'est la sociologie des organisations d'Henri Mintzberg qui nous permet cela, en différenciant différents types d'organisations, type bureaucratique, hiérarchique, tournées vers l'innovation, et bien d'autres, comme vous pourrez le voir si vous étudiez un peu ce que Mintzberg a fait. Et pour obtenir cette analyse, pour moi, il est essentiel d'aller sur le terrain, au plus près des personnes qui participent réellement aux interactions. Lévi-Strauss aurait qualifié ça d'anthropologie. Et les fondateurs de Toyota ont un terme un peu plus moderne, dérivé du japonais Gembawo. Et encore une fois qu'on a identifié la situation d'origine, celle qu'on veut, la situation cible que l'on souhaite atteindre, c'est important d'accompagner le changement. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de méthodes agiles. Moi, je préfère personnellement l'usage d'une philosophie un peu plus globale d'amélioration continue, traduit en japonais par Kaizen. Et ces éléments ont aussi été repris par Edward Deming dans une roue homonyme, la roue de Deming, qu'on rappelait PDCA, Plan, Do, Check, Act, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Et le Kaizen, c'est en effet le socle pour toute entreprise, toute organisation qui veut tourner vers l'efficacité et l'innovation, comme vous pouvez le voir ici. Si vous ne connaissez pas les différents mots-clés qui sont sur ce schéma, je vous conseille d'aller voir ultérieurement. Avant de revenir sur l'information stewardship, j'aimerais bien revenir sur un autre terme, c'est l'information ownership. On en parle aussi beaucoup. Hop là, excusez-moi. On va revenir en arrière, si ça va bien. Voilà. Et je suis assez content d'avoir trouvé cet article parce qu'il illustre vraiment bien ce concept de stockage et de protection de la donnée, là où je considère qu'il y a vraiment peu de valeur ajoutée juste à stocker et protéger l'accès, sinon d'ajouter un obstacle entre le consommateur et sa donnée. Parce qu'il faut bien considérer que c'est la donnée du consommateur, pas celle de l'honneur. Et cette situation, ça crée le risque que le consommateur, frustré de ne pas pouvoir forcément accéder facilement à sa donnée, on l'a dit un peu tout à l'heure dans le Tomata, contourne l'obstacle et accède directement à la source d'origine de la donnée, ou pire, passe par un autre consommateur pour obtenir à travers lui la donnée qui l'intéresse.
en dehors de tout contrôle. Ça a des conséquences multiples, de type données dupliquées, du dark IT, du dark data, et même des réconciliations difficiles, voire impossibles, en fin de chaîne de valeur. J'ai écouté la semaine dernière une conférence sur la gouvernance de la donnée, je ne peux plus présenter celle-là du coup, et presque tous les intervenants défendaient une approche centralisée, sauf un qui était un peu plus pragmatique et qui défendait bien sûr des responsables de segments d'information dans l'organisation, mais il les plaçait plus proches des acteurs métiers. Et je suis totalement en phase avec cette approche. Néanmoins, il y a un risque aussi avec une approche trop décentralisée, car c'est de risquer de nouveaux problèmes. Une même donnée pouvant être utilisée dans différents processus métiers, ces nouveaux mini-silos peuvent déboucher sur une situation similaire à la précédente. Et je vais illustrer ce risque-là maintenant par un exemple concret. Ça veut bien. Voilà. Donc, chez un de mes clients, j'avais par hasard identifié 5 fichiers traitant d'informations similaires, chacun possédé par 5 différents responsables de départements métiers. C'est un cas classique d'information ownership, c'est décrit dans un processus, il y a une gouvernance, donc ça respecte une certaine forme de compliance. Mais dans la réalité, le manager, il n'a pas toujours le temps de s'occuper des aspects opérationnels. Il a donc un lieutenant qui va autoriser les accès, partager des versions, modifier le contenu. Et ce lieutenant, il devient de fait un proxy supplémentaire pour les 40 personnes qui travaillent quotidiennement avec ces données. Et les processus opérationnels ils se retrouvent ainsi ralentis, biaisés par ce cloisonnement à plusieurs niveaux. Et mon audit a révélé ainsi que, bien sûr, chacun des fichiers avait une part de la vérité, mais il contribue aussi à propager en moyenne 20% de données erronées, expirées ou contradictoires, ainsi que 15% de données dupliquées entre les différents silos. Donc, cette situation, elle participait à une baisse de productivité au quotidien, mais aussi lors des audits réglementaires qui étaient lourds, prenaient du temps. Et donc, pour nous assurer de posséder des informations de qualité, bien sûr, il est nécessaire de nous pencher sur son stockage, sa sécurité, mais surtout et avant tout sur son cycle de vie. Ça a été dit aussi un peu dans les autres conférences. Le cycle de vie d'une information au sein d'un processus peut être résumé en 3 étapes. Il faut d'abord capturer l'information. On peut utiliser le web scraping, c'est-à-dire récupérer des données dans des pages web ou des documents non structurés, utiliser le traitement automatique du langage dans les contenus des réseaux sociaux, par exemple. On peut aussi se connecter à des sources de données un peu plus structurées, on l'a parlé, gratuitement, c'est l'open data, mais de manière payante aussi, ce qu'on appelle la monétisation des données, ou même simplement en interne, à travers des fichiers ou autres. Mais ensuite, très important de valoriser, d'ajouter de la valeur, ça a été dit également. Donc pour ça, on peut filtrer l'information qui a été capturée, on peut l'annoter, la compléter, la classifier, on peut la transformer, la combiner, la rendre visuelle. Et ensuite, il est très très important de se poser la question de sa distribution. Se demander en permanence à qui d'autre peut servir cette information. C'est de le diffuser le plus facilement possible en observant des données d'usage pour s'améliorer. On parle ici d'une approche de servant management. Il faut aider le consommateur de manière proactive. Et à nouveau, on peut distribuer cette donnée gratuitement, de manière payante ou en interne. J'ai une anecdote à ce sujet. Il m'est déjà arrivé de mettre en place des mécanismes de refacturation de la consommation du volume de données consommé par un service, de manière à rétribuer le temps passé par un autre service, à capitaliser, mettre en forme ces données qui sont utiles à l'ensemble de l'organisation. On va faire qu'on parle de data process ownership. On en reparlera tout à l'heure. Pour remettre cette pratique dans son contexte historique, je vous propose de revenir à la période du Web 2.0, début des années 2000, ceux qui s'en souviennent. Et on peut voir ici dans la définition de Wikipédia qu'il était déjà très clair que la richesse se trouve dans les données, mais aussi dans l'intelligence collective et le co-développement des outils, et donc des processus, qui permet d'apporter plus de valeur. L'un des piliers technologiques de cette période, c'était le flux RSS, et il permet encore et toujours de lister des suites d'informations émises dans le temps, et pas uniquement des articles de blog. Yahoo avait même émis à l'époque une plateforme pour mixer ces flux de données entre eux. C'est l'ancêtre de Kafka, de l'event sourcing en quelque sorte pour ceux qui connaissent. Bien que ces concepts affichés ici soient tous très à la mode ces derniers temps, sont tous des concepts qui étaient déjà très présents au moment du Web 2.0. Et il est vrai qu'ils connaissent un certain regain d'intérêt récemment. On peut en juger par l'augmentation de 40% du contenu de leur page Wikipédia sur ces 2 dernières années. Quant à la RGPD, c'est une opportunité. J'insiste sur le fait que c'est une opportunité. Parce que les entreprises européennes ont été obligées de recenser la richesse des données qu'elles possèdent. Et on va maintenant pouvoir valoriser de manière pragmatique ces données, comme le font les entreprises américaines depuis le début de l'ère numérique. Si je reprends l'exemple précédent, il nous a suffi de 5 jours, seulement 5 jours, pour mettre en place une plateforme permettant d'améliorer grandement la situation. Pourquoi conserver le concept d'information owner quand on peut le remplacer par un platform owner en charge d'assurer le fonctionnement du processus dans son ensemble, mais sans pouvoir décisionnaire sur l'accès au contenu de l'information. La plateforme
répondait parfaitement aux besoins de sécurité et de transparence. Elle apporte aussi de la remise en cause et de la validation par les pairs, pouvoir partager sans dupliquer à l'aide de liens, d'interconnecter par des API, on en parlait tout à l'heure, d'autres plateformes permettant d'enrichir ou consommer l'information, de créer des requêtes complexes en vue de nouveaux besoins, et ainsi supporter les fameuses SBA, Search Based Applications, donc créer des applications basées sur de la recherche, d'alerter sur le changement de données ou de groupe de données, de disposer de tableaux de bord temps réel pour visualiser le contenu, bien sûr, de pouvoir émettre des rapports d'audit tant sur le contenu que sur les usages faits de la plateforme. De quoi être totalement compliant. Et au lieu de ne permettre qu'à certaines personnes d'accéder et de modifier l'information, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné ce droit à toutes les personnes en lien direct avec ces données. On a donc 40 nouveaux contributeurs qui ont permis en quelques jours d'augmenter fortement la qualité des données stockées, puis au fil et à mesure d'un processus automatisé d'expiration de la donnée, de purger les informations obsolètes en à peine un an et demi. La productivité s'en est retrouvée maximisée, et lorsque les audits RGPD sont arrivés quelques années plus tard, il nous a fallu que quelques minutes pour répondre à l'ensemble des questions des auditeurs sur base de faits et de rapports à jour. Regardez bien ce graphique, parce qu'on va voir que personne n'y possède réellement la donnée, et pourtant on a un processus qui fonctionne parfaitement depuis 5 ans. Je vais continuer d'illustrer cette pratique à l'aide de 3 courts exemples avant de conclure. Dans cet autre cas d'usage ici, tiré d'une expérience récente, on a un site internet développé en interne et dont les événements de visite sont transformés en événements métiers. Ici, on parle d'horaires de bus et de métro, d'informations sur un retard ou de travaux en ligne. Il s'agit d'ailleurs d'open data sur la mobilité. C'était abordé aussi précédemment. On a une nouvelle application mobile qui est développée par un sous-traitant, mais les événements, eux, restent bloqués dans son outil d'analyse, celui du partenaire, cas classique de data ownership. Et mon rôle de data steward, ça va être donc de chercher un moyen d'accompagner la donnée du fournisseur pour la réconcilier avec celle déjà présente chez mon client. Dans le cas des horaires de train, les usages sont très différents en fonction de l'heure et de la manière dont elles sont affichées sur un ordinateur ou un téléphone. Pouvoir utiliser ces différences dans le même outil, ça aide grandement l'analyse des données par les analyses de mon client. Les applications modernes de gestion des données comportent désormais tout un module d'import et d'export de la donnée. Ces fonctionnalités permettent de mixer les données et de créer de la valeur. Comme ça a été bien indiqué dans la documentation du produit utilisé par le fournisseur, que je n'ai eu quelques minutes à trouver, et la suite de l'intégration n'a pris que quelques jours et tout est rentré dans l'ordre. Il est donc possible désormais de ne plus dépendre d'un seul fournisseur, de faire jouer la concurrence, de baisser les coûts, à l'aide de projets d'intégration assez courts, en fonction de votre niveau de maturité, bien sûr. Un autre cas qui m'a été donné de traiter, ça concerne les échanges de flux monétaires entre établissements financiers. Dans un monde totalement dérégulé, l'histoire s'arrêterait là. Mais les institutions officielles demandent aux banques de vérifier les échanges afin d'en limiter, entre autres, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. À cette fin, elles publient des listes de données, individus, pays présumés de soutenir le terrorisme, paradis fiscaux. Et ces données, elles vont alimenter les master data des banques. Ces banques doivent alors vérifier leurs paiements et filtrer ceux qui sont susceptibles de poser problème. Là où l'information steward intervient, c'est dans la combinaison de ces événements financiers et de ces master data pour générer un nouveau type de données, les rapports d'exécution d'alerte, qu'il va falloir à nouveau diffuser aux différentes institutions. Pour ce dernier cas, inutile de vous rappeler qu'on vit dans une période sanitaire un peu exceptionnelle. Et dans ce cadre, chaque pays, chaque région du monde publie ses propres états des lieux de la pandémie. La Chine publie par exemple des documents officiels avec le nombre de décès, d'infections, de vaccins. Le Paraguay met à jour son site internet avec des informations similaires. Les États-Unis également, mais au travers d'une base de données type Open Data. Et puis on a tous les autres États qui font pareil avec ces méthodes et même d'autres. Et assez tôt dans cette crise, on a un jeune Américain de 17 ans qui s'est mis à agréger ces données de manière à les normaliser. Il les a structurées par région géographique. Il les a affichées sur une carte du monde. Puis, il a diffusé toutes ces transformations à l'aide d'un site Internet. Ce site Internet, nous le voyons ici, permet de s'informer très rapidement et surtout en temps réel sur les différentes données liées à la propagation du virus de manière homogène et visuelle pour l'ensemble de la planète. On peut voir également l'autre page, encore plus efficace pour explorer des zones limitrophes. Et donc, sans avoir besoin de coller des affiches sur les murs de son lycée, il a une fréquentation de son site internet qui a très vite bondi à plusieurs dizaines de millions de visiteurs quotidiens, ce qui a attiré les annonceurs. Donc il a refusé toutes les offres parce qu'il considérait qu'en tant que mauvais élève, commencer la vie active en tant que retraité, ça ne pouvait pas l'aider. Mais la vraie question, c'est pourquoi, ou plutôt comment est-ce qu'il a eu l'idée de ce site internet. Donc en lisant les interviews,
vous découvrirez que sa mère est chercheur médical, son père biologiste, qu'il a toujours eu le droit au repas de famille, à des discussions sur le traitement, l'évolution de la donnée, des graphiques et les décisions qui peuvent en mettre le résultat. Et donc, en combinant cet usage et les données publiques, il n'a eu aucun problème à répondre aux besoins latents que de nombreuses parties prenantes de par le monde avaient, à savoir suivre l'évolution du Covid de par le monde à l'aide de données homogènes et actualisées. C'est donc ça le point de cette conférence, c'est en vous intéressant aux pratiques de vos utilisateurs, vous pourrez identifier la valeur ajoutée à vos processus de knowledge management. En conclusion, très rapidement, parce que je suis déjà à un quart d'heure, je rappelle que juste ici, 3 prérequis et 5 gains directs que j'observe vraiment chaque jour sur le terrain suite aux opérations, aux transformations opérées. C'est vraiment science de l'information, ingénierie des connaissances pour connaître l'information, technologie de l'information et de la communication pour transporter et diffuser, et sciences sociales pour faire le bon usage de l'information. Donc, je ne vais pas redévelopper les gains directs, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment en appliquant les bases que vous allez obtenir cela. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Prax pour sa propre conférence.